est de super bonne humeur aujourd'hui, hein. Viens avec moi. Fais Marcelin! Sortez à la tête! Marcelin, sors-les! Allez! Alors, faudrait que tu cherches une place. Moi, je la connais, ta place. Bonjour Manuel Parot. Bonjour. Merci déjà d'avoir accepté mon invitation pour venir nous parler de ton nouveau film Maudit qui, au moment où on parle, est sorti. Là, en ce moment, on est à Lyon parce que tu montres le film au Cinéma Opéra ce soir et demain. Bon, je pense malheureusement qu'au moment où il sera diffusé, le film sera déjà montré, mais tu pourras nous parler un peu plus tard des autres projections. Ouais. Alors avant peut-être de parler du film en soi, parce que t'es là pour ça, pour parler de Maudit, est-ce que tu peux peut-être te présenter pour ceux qui nous écoutent, qui auraient peut-être jamais entendu parler de toi et de tes films? Ok. On peut dire que je viens de nulle part. En fait, j'ai découvert le cinéma, j'avais déjà plus de 20 ans. J'étais pratiquement jamais allé au cinéma avant et je n'avais, pour ainsi dire, aucun intérêt à ça. Et puis à l'époque j'habitais à Lyon et on m'avait persuadé de faire un peu de théâtre. C'était le théâtre de TH Métro qui est dans le Vieux-Lyon à l'époque. Et une copine me dit, demain on va travailler un texte avec Marilyn Monroe et je ferai Marilyn Monroe. Et moi, très naïvement, je lui dis, c'est qui Marilyn Monroe à 20 et quelques années. Bon, la honte totale. En sortant, je me suis précipité dans la première salle de cinéma venue et c'était Chinatown de Polanski. Je suis tombé raide amoureux de Faye Dunaway et par ailleurs raide amoureux du cinéma. Je pense que je sortais d'une dizaine d'années de militantisme politique assez engagé et je ne rêvais que de changements fondamentaux dans la société. Et puis évidemment, on a compris à la fin des années 70 qu'il y aurait effectivement ce qui s'est passé et qu'il fallait aussi exister individuellement. Et je crois que le cinéma est arrivé à temps pour que je puisse continuer de vivre par procuration dans un monde que cette fois j'allais peut-être un peu créer et que aussi ça allait me permettre en tant que personne d'aller dans des milieux très divers et variés et qui me permettraient d'être quand même, me sentir parmi les miens plutôt qu'être inséré dans un monde dont je voyais bien que j'aurais de moins en moins de place. En fait, le cinéma, sans tomber dans le comment dire, le mélodrame m'a un peu sauvé la vie quand même, voilà, de ce point de vue-là. Donc j'ai été fasciné et de ce jour, je me suis mis à voir 5 films par jour. Donc je me levais le matin, j'allais au cinéma, quand je ressortais à plus de minuit, la journée était passée, et j'ai tout appris comme ça, en voyant les films, et très vite, l'idée est venue de créer une société de production avec des amis de l'époque. Et puis bon voilà, les choses se sont faites de cette façon. Il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Il y avait 2 écoles de cinéma en France. C'était l'équivalent d'AFEMI qui s'appelait l'IDEC et puis l'école Lumière à Paris. Il n'y avait rien d'autre. À la fac, il n'y avait pas de cours de cinéma. Moi-même, j'avais d'ailleurs fini mes études. Bon, donc c'était être cinéphile à Lyon, c'était un peu le parcours du combattant quand même, hein, voilà. Bon, après...
très vite, j'ai compris que le cinéma qui m'intéressait, c'était aussi le cinéma qui était la fiction, mais une fiction qui permet de s'évader du réel pour finalement la rendre plus présente au spectateur une fois le temps de la projection terminé, et que le cinéma, c'était un moyen d'aller vers la vie. Et évidemment, du coup, on appartient à une partie du cinéma qui est loin d'être la partie dominante aujourd'hui, qui est plutôt un cinéma de divertissement, d'oubli, ou enfin bon, voilà, ce qui a son intérêt, rien à voir avec les questions de mise en scène. Il y a des cinéastes qui font du divertissement que j'aime vraiment beaucoup, mais quand même, pour moi, l'idée de me mobiliser et d'essayer de dépasser tous les obstacles qu'on rencontre quand on veut faire un film, et ils sont nombreux et coûteux, c'est parce qu'à l'arrivée, j'avais quand même envie de faire des films qui, à un moment, vont permettre au spectateur ou même lui demandent de changer un peu de regard quand le film est passé. C'est très prétentieux, je sais. J'ai mis très longtemps à peu près maîtriser ce que je voulais faire passer. Et ce dernier film est peut-être pour moi intéressant pour ça, parce que justement, je pense qu'il a une influence et que je maîtrise un petit peu mieux ce que je voulais faire depuis le début. Bon, je me suis un peu égaré peut-être dans ma présentation. Non, parce que c'est un parcours en fait. Voilà, c'est intéressant de savoir que tu viens de la cinéphilie au final. Enfin... Oui, c'est ça, mais une cinéphilie très franc-tireur, parce que j'ai jamais vraiment fait partie d'un groupe. J'ai des amis, Philippe Roger par exemple, c'est quelqu'un que j'ai côtoyé, et on a des parcours parallèles. Mais contrairement aux cinéphiles bien connus, La Nouvelle Vague et compagnie, je n'ai jamais appartenu à un groupe qui à un moment s'est tenu pour avancer ensemble. D'ailleurs, la cinéphilie de la fin des années 80, c'est une cinéphilie très solitaire en fait. Et voilà. Après, peut-être il faut aussi que je précise la bascule qui s'est produite quand je suis allé à La Réunion. Donc à l'époque, j'étais toujours à Lyon. On m'a appelé pour remplacer quelqu'un qui devait encadrer un groupe d'adolescents qui quittait Vanvelin pour aller à La Réunion. C'était le jumelage de la ville du Port qui était à La Réunion avec la ville de Vanvelin. C'était un président de centre social, Perry, qui disait voilà, écoutez, les jeunes se plaignaient beaucoup du racisme en France, ils étaient la plupart originaires du Maghreb, et il leur a dit, écoutez, moi je viens d'un endroit où non seulement il y a eu la colonisation, et donc cette humiliation-là, mais il y a eu aussi en plus l'esclavage. Et pourtant, à l'âge que j'ai, il avait 35 ans à peu près, j'ai réussi à m'en sortir. J'ai un travail, j'ai une vie, je suis heureux, et donc je vais vous emmener dans mon pays, vous allez voir les difficultés auxquelles je me suis confronté, et peut-être que ça, les voyages formant la jeunesse, vous verrez, voilà. Ils sont partis, je suis parti avec eux. Donc moi, d'un point de vue très militant, j'avais toujours dit que je n'irais jamais dans les anciens territoires colonisés français, parce que je considérais que les Blancs avaient fait assez de mal, et que je ne voulais pas, moi, sans en avoir peut-être vraiment conscience, faire du mal aussi, voilà. Et donc me voilà là-bas. Et on arrive, et tout le monde voulait bien sûr voir les lagons, les cocotiers, voilà, enfin tout ce qu'on imagine des pays exotiques, et il nous a emmenés chez son père. Et il s'est passé deux choses très très fortes à ce moment-là, pour moi, dans cette rencontre. D'abord, j'ai rencontré, on va dire, la mentalité réunionnaise. Ce sont des gens extrêmement chaleureux, très sentimentaux, très dans l'émotion, c'est très exacerbé. C'est absolument pas français, quoi. On n'est pas du tout au pays de Louis XIV et de la géométrie du château de Versailles. Et donc les choses sortent, et elles sortent très librement. Et pour moi, ça a été assez bouleversant, bon, personnellement bien sûr, mais surtout en termes de cinéma. Moi, j'aime beaucoup les mélodrames, mais je ne me voyais pas du tout faire ça en France. Je trouve que le mélodrame ne peut plus être un genre qui correspond à... Qui dessinerait le portrait de la France. Mais là, brusquement, j'ai senti que je pouvais me laisser aller. Me laisser aller autant dans l'invention des personnages que dans l'inspiration que les Réunionnais me donnaient, et que dans les intrigues et le chaos absolu. C'est-à-dire que c'est le deuxième aspect, j'ai vraiment eu le sentiment que le cinéma que moi j'aimais, qui était un cinéma bressonien, il fallait le prendre en négatif. C'est-à-dire Bresson, il est dans le contrôle, mais quand il refaisait 150 fois les mêmes prises, c'est aussi qu'il voulait être surpris par quelque chose qui allait le dépasser et qui allait l'envoûter, parce que jamais il n'aurait pu imaginer que ça allait se passer comme ça.
Et c'était ça qu'il fallait retrouver à La Réunion, d'une façon très différente, puisque moi jamais j'aurais les moyens de tourner 100 fois la même prise, mais qu'en tout cas, il fallait à un moment se laisser bouleverser, déborder, et tout mettre en place pour à la fois pouvoir contrôler un peu quand même les choses, c'est-à-dire qu'en amont, créer un cadre, et ensuite se laisser aller et ouvrir grand les oreilles, les yeux et les portes, pour que ce qui est impensable arrive, et j'en ai fait une méthode de travail. Voilà. C'est devenu aujourd'hui la façon dont je travaille. Voilà, je travaille comme ça. Donc beaucoup sur la rencontre en fait, et laisser... Alors, on va dire, des gens disent que je suis dans... Par exemple, les acteurs me disent toujours, oui, t'es dans l'improvisation contrôlée, ou dans l'improvisation conduite. C'est-à-dire que la mise en scène, pour moi, c'est pas seulement, comme le croient beaucoup de gens, engueuler un comédien ou essayer de draguer, de coucher avec la comédienne parce que comme ça tu sais qu'elle ira plus loin. Pour moi, ça, c'est vraiment de l'ordre du ringard total. La mise en scène, dans la direction d'acteur, par exemple, si on prend cet exemple, c'est un travail qui se fait très en amont. Donc déjà au casting, tu travailles avec des gens. Donc par exemple, moi, je ne fais plus jamais passer de casting à des personnes sans être la personne qui leur donne la réplique, qui joue aux improvisations avec eux. Parce que déjà là, dans la rencontre, je sens si on a le feeling, je sens si on se regarde, s'il y a quelque chose qui se passe qui fait qu'on peut aller un peu plus loin. D'abord, je ne suis pas l'inventeur de ça, Doyon fait comme ça, hein, donc il n'y a pas de problème. C'est aussi un moment où il y a des dialogues qui arrivent auxquels tu n'as pas pensé, ou qui sont bien meilleurs que ceux et qui en plus sont dans la bouche de celui avec qui tu as envie de travailler. Donc pourquoi aller chercher des dialogues autres? Voilà. Ensuite, c'est aussi, avant le tournage, comme j'ai pas beaucoup d'argent, c'est 1 mois de répétition. On est dans un appartement pourri, mais chaque scène est jouée, parlée, développée. Et jamais sous l'angle de la psychologie, toujours sous l'angle de l'action ou du sentiment qu'on éprouve. Voilà. Et puis, parce que les tournages vont très vite, ce film-là, le dernier, on a 16 jours de tournage, ce qui est quand même très peu. Ah oui, 16 jours de tournage, ouais. Surtout quand on voit le film, 7 jours, ouais. On pourrait pas soupçonner que c'est si peu, ouais. Non. Donc c'est un monceau de repérage pour moi en amont. Alors ça tombe bien, ça fait maintenant 17 ans que je vais à La Réunion, donc je connais à peu près par cœur l'île. C'est plus fluide. C'est ça, et puis j'y pense très longtemps à l'avance. Il y a des endroits, je sais précisément, par exemple le lieu du brouillard qui monte... c'est un endroit que je connais, je sais qu'à telle heure précisément, c'est une horloge, la brume monte et puis voilà comment ça se passe. Donc il y a plein de choses comme ça. Et aussi, il y a une chance incroyable, c'est que sur l'île de La Réunion, la majorité des gens s'expriment pas en français, mais en créole de La Réunion. Oui. Et donc pour moi, c'est le meilleur moyen de montrer qu'on est à la fois différents, mais que malgré ça, on peut travailler ensemble. Donc si tu veux, je t'explique comment je travaille. Le créole, c'est donc une langue qu'a priori je ne connais pas du tout, maintenant un petit peu mieux, mais quand même, ce n'est pas ma langue maternelle. À l'inverse, les acteurs avec qui je travaille, qui sont tous des gens qui en général n'ont jamais joué, enfin la majorité d'entre eux, qui passent un casting parce qu'ils ont envie, que ça les intéresse, ils s'expriment en créole. Ils me disent tous, nous on parle en créole, on pense en créole et même on rêve en créole. Alors, s'exprimer en français... ça va être compliqué, parce que si tu nous demandais de parler aussi comme si tu parlais l'anglais, on va parler de l'anglais très mauvais, et puis du coup, on ne saura pas comment jouer ça. Donc moi, je leur dis, bah, ça tombe bien, puisque moi, je pense que vous, c'est vous, moi, c'est moi, on n'est pas pareil, mais vous êtes construit par une histoire qui est très différente de la mienne. Moi, je suis à peu près à 80% d'origine gauloise, et eux, ils sont construits par l'esclavage, puisque sur cette terre, à La Réunion, il y avait 0 personne, puis il y a des colons qui sont arrivés guidés par le roi Louis XIV, et ils ont fait tout de suite arriver, je simplifie un peu, mais enfin, des esclaves venus de Madagascar, de l'Afrique, et ainsi de suite. Bon, bref, donc eux, c'est leur histoire, c'est pas l'histoire de la Gaule, La Réunion. Et donc, je leur dis, ben voilà, c'est douloureux, mais c'est votre histoire, vous êtes construit par ça, il faut travailler comme ça. Donc, votre langue, c'est constitutif de votre personne. Donc, il faut que vous vous exprimiez dans cette langue. Donc, voilà comment on travaille. Je leur donne, je leur lis, je leur explique le scénario, en leur disant bien que ça va changer tout le temps, de toute façon, mais c'est la base sur laquelle on va partir. Je leur donne les dialogues en français, en leur disant, bon, là, mettons, on va tourner tel plan. Ce qu'il faut, c'est se souvenir qu'au début, il faut commencer par ça, il faut finir par ça, et au milieu, il ne faut pas oublier tel passage. Mais à l'intérieur de ça, vous reconstruisez tout comme vous l'entendez,
et en créole, bien sûr. Alors, ce qui tombe très bien, c'est que le créole, c'est une langue orale, donc qui ne se réfère pas vraiment à un dictionnaire ni à une grammaire, et donc chacun est, depuis son enfance, habitué à avoir la responsabilité des mots qu'il utilise. Donc il utilise des mots qui viennent de son cercle familial ou de son village, il utilise des mots qu'il peut inventer lui-même et qui vont séduire tout le monde, qui plus est, c'est une langue extrêmement poétique, plus que romanesque, et donc, eux, les dialogues que je leur donne se sédimentent en eux, et ils ressortent merveilleusement bien dans leur bouche, et c'est la plupart du temps 10 000 fois plus fort que moi, ce que j'aurais pu imaginer de mon côté, et donc, après chaque prise, j'écoute, je regarde, on me traduit les passages que je n'ai pas compris, et puis je me dis, tiens, tel passage, il est tellement plus fort que ce que j'aurais imaginé, je vais le garder, mais ça implique que la scène bouge un petit peu. Parce que s'il parle de ça, il y a des choses à amener, voire même, c'est plus grave, il faut carrément que je bouge mon scénario. Et ça, je me dis, bah, ce soir, en rentrant à la maison, je vais bouger le scénario pour trouver les nouvelles scènes qui manquent, ou supprimer des scènes qui maintenant sont obsolètes. Voilà, et donc, mon travail n'a rien de ce qu'on pourrait imaginer dans les meilleurs collèges de France ou dans je ne sais trop quoi, où on pense encore en termes des années 50, un scénariste qui écrit, puis un réalisateur qui réalise, et puis en plus tous les plans sont tous bordés, et ensuite quand tu es sur le plateau, il suffit de dire on fait le plan 1, le plan 12, le plan 25. Non, moi je travaille pas du tout comme ça, et je me rends compte que même en lisant les entretiens de Happy Chapong, auxquels je n'arrive pas à la semelle, hein, je suis bien d'accord, mais lui-même, il n'écrit pas à partir d'un scénario. Kiarostami avait à peu près la même démarche, enfin voilà. Donc il y a tout un pan du cinéma contemporain où le scénario est une base de travail, mais n'est pas une fin en soi. Or, le problème qu'on a, c'est que dès qu'on est financé par des chaînes de télévision françaises, ton producteur signe un contrat dans lequel il s'engage à respecter à la lettre le scénario. Bon, dès le départ, tu as deux types de cinéma qui vont exister. Et donc, nous, on est du côté de la liberté. Et ça crée des films qui sont évidemment des ovnis et qui n'ont rien à voir avec ceux qui sont obligés de travailler avec un scénario. Après, moi, j'adore des films dont le scénario est très très bien écrit et très bien réalisé dans cette veine-là. Mais il faut arrêter de penser que le cinéma, ça ne serait que ça. Voilà. Donc, bon, voilà. Donc à La Réunion, je travaille comme ça et à chaque fois, évidemment, je suis du coup prêt à accueillir le chaos et le chaos dans ma tête aussi, puisque le plan de travail change sans cesse, puisque les idées, chemin faisant, s'enrichissent, des nouvelles idées arrivent que je n'aurais jamais imaginé avant, mais comme j'ai un espèce de corpus dans la tête, de lieux, de personnes, de situations, à partir de 17 années de repérage sur cette île, eh bien, pratiquement, je ne suis jamais en veine de trouver quelque chose qui permettrait de coller. Et alors, il y avait Sac la mort qui a été fait, je crois, en 2015 et sorti en 2017, si je dis pas de bêtises. Enfin, 2014 est sorti en fin 2014, on va dire, le tournage, et qui est sorti en 2017, tout à fait. Donc il y a celui-ci, Maudit, et j'ai le souvenir aussi dans les films qu'on peut voir de toi, notamment en VOD, il y avait, j'ai noté Adieu à tout cela en 2010. C'est ça. T'as fait d'autres films à La Réunion avec cette manière de fonctionner, justement ? Non, j'ai fait que ces trois-là. D'accord. Ouais. Alors, ce qui est bien, c'est que c'est les trois qui sont le plus accessibles, disons, Oui. en plus. Alors, je mettrai les liens en description pour ceux qui nous écoutent maintenant. Il y aura les liens des trois films qui sont disponibles en plus sur des plateformes de VOD qui mettent en avant ce cinéma, notamment réunionnais. Alors, si on en vient à Maudit, justement, qui est le film avec lequel tu circules beaucoup en ce moment, puisque tu accompagnes le film un peu partout en France, comment tu le présenterais ? Alors, il y a toujours disons un synopsis officiel, en l'occurrence ici, c'est l'histoire de ce personnage, Alix, qui perd, entre guillemets, son camarade, et qui, en le cherchant physiquement, disons, va se confronter à un pan de l'histoire de La Réunion, son histoire personnelle, et justement sa place dans ces lieux et cette histoire. Est-ce que tu me présenterais aussi comme ça, ou est-ce que toi, tu aurais une approche différente Alors, je dirais ça, bien sûr. Au niveau de l'intrigue, déjà. Voilà. Mais je dirais que c'est aussi quelque part un film sur la paranoïa.
Voilà, quand Polanski fait le film avec Deneuve, Pulsion. Pulsion. Non, alors attends, je l'ai... Répulsion. Répulsion. Il est là, c'est pour ça que je vérifie. Lui aussi s'empare d'un personnage qui perd pied et il a un certain plaisir à montrer comment ça s'incarne, cette dinguerie, cette folie et cette paranoïa. Bon, là, on est un peu dans un même principe, simple, mais aussi pour raconter comment cette paranoïa est alimentée par une histoire douloureuse, qui est l'histoire de la Réunion, par aussi un autre mode de pensée. À La Réunion, par exemple, un grand nombre de personnes vivent très bien en compagnie de leurs ancêtres. Au bout de la table, il y a toujours une assiette pour eux à l'heure des repas, et on sait que les ancêtres sont là et qu'ils sont invisibles, mais qu'ils sont avec nous et qu'ils nous aiment et qu'ils nous conseillent, mais ils peuvent être aussi nocifs. Et donc, régulièrement, on fait des services, qu'on appelle des services, pour invoquer les ancêtres et qu'ils nous conseillent et pour être en bonne amitié avec eux. Alors évidemment, quand on arrive de métropole, on est un peu surpris de ça. Après, rassurons-nous, les Occidentaux sont ultra minoritaires. Descartes est réellement un marginal. Nous sommes des marginaux dans une planète qui, majoritairement, est du côté des ancêtres. D'ailleurs, c'est au passage une belle façon de s'arranger avec l'angoisse de la mort. S'il n'y a plus de faim, écoutez, il n'y a pas besoin de s'angoisser. Bon. Donc, je dirais que c'est ça. C'est un peu le regard d'un homme que des incidents intimes, mais aussi plus politiques, conduisent vers une forme de paranoïa qui lui laisse à penser qu'il aurait peut-être ou pas tué son meilleur ami au cours d'une dispute autour d'une femme blanche. Et alors, ce qui est assez fascinant, c'est qu'il y a déjà ce glissement dans ce film qui se fait progressivement avec... Bon, alors on va pas révéler tout ce qui se passe, puisque le but aussi, c'est que les gens aillent voir le film, évidemment. Mais il me semble vraiment... Alors, dis-moi si toi, c'est pas des choses qui te viennent en tête au moment où tu fais le film ou autre, mais j'ai l'impression qu'il y a un vrai rapport avec le fantastique qui va jouer à la fois avec... des moments très surprenants où ça déraille vraiment de ce qu'on pourrait imaginer, et d'autres moments qui semblent renouer avec des formes plus non pas attendues ou des clichés, etc., mais notamment codes. à la fin on a des espèces de résurgences d'imagerie qui vont des films de zombies plutôt vaudous à la Turner par exemple, ou même les premiers films américains avec Bela Lugosi, etc. Et puis même, en fait, des figures plus politiques du zombie, du côté de Romero, par exemple. Tout à fait. Tout à fait. Où tout à coup, le revenant, dans tous les sens, alors le revenant comme fantôme, et puis revenant physique aussi, parce qu'il y a cette ambiguïté dans le film, hein, où tu utilises beaucoup le montage, par exemple, pour passer d'une réalité à l'autre, ou d'une présence, absence, etc. Il y a notamment ce raccord assez extraordinaire où Alix essaie d'attraper quelqu'un et où c'est juste par une coupe que la personne disparaît. C'est extrêmement marquant quand on le voit. Alors je renoue avec ce que je disais. Oui, il y a beaucoup de choses déjà. Non, mais parce que l'utilisation du fantastique, en fait j'ai pensé à Romero, pas uniquement d'ailleurs pour des figures un peu typiques du cinéma, mais c'est aussi cette idée que le revenant va venir incarner littéralement quelque chose qui refait surface d'un pan de l'histoire. Alors on revoit beaucoup la filmographie de Romero à partir de ses films les plus gore, mais faut pas oublier quand même que La Nuit des Morts Vivants c'est beaucoup plus un film politique qu'un film de genre même en fait. Bien sûr. Le revenant, c'est la présence qui hante vraiment l'esprit américain des corps du Vietnam, etc., qu'on a vu à la télévision. Et là, alors le lien est peut-être pas exactement celui-là, mais c'est assez rare aussi aujourd'hui de voir des films qui vont du côté du fantastique, mais pas du tout ni pour faire uniquement peur, ni uniquement pour créer un effet, mais pour vraiment parler littéralement des spectres de l'histoire, etc. C'est quelque chose que tu avais en tête quand tu faisais le film, ce rapport à un genre aussi Oui, alors, ça va être un petit peu long, mais tu me ramèneras à tes questions si je m'égare, mais voilà. Faire des films à La Réunion quand on est européen, c'est une position qui est très compliquée. Alors, évidemment, on peut toujours l'évacuer et se dire moi, je suis un blanc, je vais là-bas, je fais des films comme un blanc, un européen, et je repars avec, et point barre, et la question ne se pose pas. Moi, ma prétention, c'est de dire qu'on ne peut pas filmer de manière normale, oui,
à La Réunion parce qu'on n'est pas dans la même culture. Et que mon objectif, c'est quand même de sensibiliser des gens qui sont... que le film, déjà, soit vu à la fois par des Réunionnais, alors que je ne suis pas Réunionnais, Mhm. et en même temps qu'il soit vu par des métropolitains, alors que je ne suis plus tout à fait métropolitain. Donc, il faut constamment avoir à l'esprit, quand je tourne, les deux choses. Donc, pourquoi le fantastique? Pour les Réunionnais, le fantastique, il est là immédiatement dans leur vie au quotidien, de manière quasiment naturaliste. Donc, parler de la Réunion avec les codes et du genre fantastique, c'est un moyen d'accéder au public réunionnais, parce que pour eux, ils ne sont pas surpris de ça. Ils adorent aussi les blockbusters américains avec et ainsi de suite, mais quand même, il y a quelque chose qui existe de manière vivante chez les Réunionnais du côté du fantastique. Donc, c'est pas un mauvais choix de commencer par de faire entrer un film dans ces archétypes-là. Pour les Français, le fantastique est un genre très à la mode aujourd'hui. Mhm. Les codes du fantastique sont à peu près connus et intégrés par tout le monde. Oui. Et donc, c'est un merveilleux moyen d'accès pour le spectateur européen, puisque, comme disait Hitchcock, il vaut mieux partir du cliché qui arrivait. Ça veut dire qu'il vaut mieux prendre les codes du fantastique pour embarquer le spectateur européen et l'amener vers le fantastique qui serait plutôt du côté réunionnais. Parce que si je lui montre les choses directement du côté réunionnais, ils vont pas s'y retrouver, ils vont rien comprendre puisqu'ils sont pas de l'autre côté. Et donc, mon idée, c'est que le fantastique est un genre qui permet de faire le passage pour passer de l'autre côté du miroir. Voilà, c'est pour ça que j'ai choisi le fantastique. Alors, voilà. Après, après, les choses se complexifient, c'est-à-dire que, par exemple, pour reprendre le passage où il pousse la personne et qu'il y a une coupe, c'est des effets que moi, je prends, alors même que c'est des choses très usées et auxquelles, aujourd'hui, c'est des choses qu'on a utilisées dans le cinéma muet, auxquelles plus personne ne croit. Aujourd'hui, on est dans une démesure des effets numériques. Alors qu'en même temps, qui c'est peut-être ce qu'il y a de finissent- plus puissant, quoi. Alors, pour moi, d'une part, c'est ce qui reste de plus puissant et de plus marquant. Et dans cette fausseté, je crois qu'il y a de la justé. C'est comme la cascade qui remonte dans les oui, montagnes. oui, exactement. Ça marche de la même façon. On sait bien que c'est faux. Et en même temps, dans cette fausseté-là, Ouais. il y a quelque chose de juste. Alors, on est du coup plutôt du côté de la métaphore, et ainsi de suite. Mais néanmoins, c'est le choix que je fais. Par exemple, hier, j'ai regardé un film que m'avait passé Philippe, Roger. C'est Diana la Métisse, un film de 1932 de Grémillon. Mhm. Il y a une scène ultra classique, on est dans un bateau et il y a des gens qui portent un masque parce que c'est une fête et tous les danseurs, les passagers sont avec un masque qui leur donne un aspect très zombie. Et puis il y a un noir qui est un magicien, enfin qui fait apparaître et disparaître des poissons et tout est totalement faux. On voit bien que tout est bidonné, c'est-à-dire qu'il fait arriver une colombe, mais c'est un effet de cinéma que tu vois et tu te dis non, bah, c'est bien sûr c'est pas ça. En plus, à la fin, il y a une coupe violente et il y a une explosion et le magicien disparaît. Tout est totalement bidon. Et pourtant, cette scène, elle reste plus fortement en tête que les effets réalistes les plus incroyables qui sont produits par l'industrie hollywoodienne. Donc, je me dis, moi, ça me va très bien. Parce que c'est une manière d'aller du côté de l'étrangeté. Et c'est effectivement, je crois, la bonne place qu'un spectateur européen peut avoir quand il voit quelque chose qui se passe à La Réunion. Et réciproquement. Pour les Réunionnais, je pense qu'il est important qu'ils voient du cinéma qui soit autre chose que le cinéma dominant qu'ils voient dans toutes leurs salles, qui est de dominante, on va dire, blockbuster, française ou américaine, au point que, quand j'ai passé, par exemple, dans un collège, mon film précédent, Sac la mort, une jeune fille m'a dit un truc qui m'a profondément marqué. Elle m'a dit, écoutez, monsieur, je suis très content d'avoir vu votre film, parce que moi, vous voyez, je pensais que le cinéma, c'était pas ça du tout, et que mon tonton ou mon père, qui ressemble un peu à votre personnage principal,
je n'aurais jamais cru que ça pouvait faire des personnages de cinéma et qui me toucheraient et qui me donneraient de l'émotion. Et là, je découvre qu'avec des personnages, des personnes qui vivent chez moi, je peux faire aussi des films dans la cour de chez moi. Moi, j'ai trouvé ça génial, mais c'est aussi parce que je n'ai pas cherché à leur montrer un cinéma qui est le cinéma dominant, et donc dans cette marginalité, des fois, je crois que c'est plus fort que... Voilà, mais bon, après, c'est juste moi. Ouais, puis c'est cette idée aussi que c'est la rencontre, la découverte, avec une certaine simplicité, parce que on pourrait faire des heures sur des raccords, bien sûr. Mais en fait c'est à la fois la simplicité de ce raccord qui nous... Et puis tu parlais de la cascade qui remonte à la fin aussi, mais qui est une idée qui paraît presque évidente, parce qu'on se dit, bah oui, comment signifier, montrer quelque chose. Mais parfois, en fait, dans un raccord, il y a la simplicité et le fait que ce soit juste cet élément le plus simple du cinéma qui prenne en charge une idée. Pasolini fait ça dans l'Évangile selon Matthieu. Hein, bien sûr. Le miracle, il est où ? Il est dans le raccord. Alors là, c'est pas du tout la même idée, mais il y a cette idée du raccord, quoi, qui, pour le fantastique en tout cas, est assez passionnant. Et c'est un point de vue assez intéressant, la rencontre par le genre aussi, qui permet de... On sent que c'est pas... En plus, je comprends bien que c'est pas pour ménager non plus, pour que tout le monde soit content. Hein. Non, pas du tout. C'est plus pour justement créer cette rencontre avec au milieu le genre comme point d'accroche. Absolument. Tout le monde peut avoir un regard, disons, qui lui permet de comprendre ou d'avoir un point d'accroche. Tout à fait. L'idée n'est pas d'essayer de ne pas faire fuir le spectateur. Oui. Mais qu'en même temps, on soit exigeant et qu'on lui donne avoir un cinéma exigeant. Et moi, mon expérience personnelle, parce que je fais beaucoup d'ateliers de pratique artistique en Picardie, enfin dans le nord de la France, en prison, dans des lieux, des foyers, et ainsi de suite. Et les personnes avec qui je fabrique des films et qui sont quand même très loin d'être influencés par les médias ou autres, parce qu'ils sont dans des telles problématiques personnelles tellement douloureuses, quand vous leur demandez de faire un film, ils vont vers une originalité qui est absolument hallucinante et qui m'intéresse tellement plus. Et je me dis, mais il faut mettre la barre très haut, au lieu de la rabaisser pour que, soi-disant, que les gens s'accrochent au cinéma. Au contraire, je pense qu'il faut la mettre beaucoup plus haut, parce que là, on aura vraiment des gens qui vont recevoir un choc. Moi, par exemple, quand même, je peux le dire, à 20 ans, j'étais illettré. Je ne sais pas ce qui s'est produit, je n'arrivais plus ni à lire ni à écrire. Je ne savais même plus sujet, verbe, complément. Il y a eu un trou noir à cette période. Et la seule façon que j'ai eue de me réintéresser à tout ça, c'est qu'une amie qui m'a proposé, écoute, tiens, voilà, je te donne la Pléiade, c'est Faulkner, De Bruyne de Führer, lis ça, tu verras que c'est tellement différent que ça va te plaire et que tu vas sortir de ton illettrisme. Et bien, elle a gagné, j'ai mis 3 ans à lire ce livre, j'ai acheté un dictionnaire, mais après, effectivement, je n'ai plus jamais lâché la lecture, voilà. Donc des fois, c'est pas en descendant le niveau qu'on peut donner envie aux gens d'aller plus loin, quoi. Voilà. Oui, puis le fait que tu fasses toi-même des ateliers avec des gens complètement extérieurs aux pratiques à la fois culturelles et artistiques, absolument, permet de reconsidérer ou de remettre au centre cette notion d'amateur, en fait, qui est beaucoup plus noble que l'amateur au sens de quelqu'un qui ne maîtrise pas. L'amateur, c'est celui qui ne maîtrise pas encore ou qui ne connaît pas. Ouais. Et il y a plein de cinéastes qui reviennent vers ça. Absolument, Godard est le premier à le dire. Godard, Cavalier, qui se débarrasse petit à petit. Et Cavalier, d'ailleurs... une fois, il était venu à Lyon montrer un des portraits XL, disait que lui, le film qui le passionnerait le plus dans l'idée, ce serait le film de quelqu'un qui n'a jamais vu de film, qui prendrait une caméra et qui se mettrait à filmer, parce qu'il y a des ressources énormes, en fait, des regards qui n'ont pas encore été modelés, etc. Et est-ce que tu penses que, par exemple, le fait que toi, tu travailles avec... des comédiens, alors la plupart du temps, voire même tout le temps non professionnels, ou en tout cas... Alors, dans chacun de mes films, il y a quand même un comédien professionnel. Ok. Dans celui-là, c'est une personne qui joue un vigile. Et dans Sac la mort, c'était le copain qui n'a pas de travail et qui vient et qui voudrait prendre la machette pour tuer. Voilà. Et ils se fondent d'ailleurs ensemble. Hein. Moi, je pense que... simplement...
de manière très spontanée et naturelle, je vais plutôt, à ce jour, vers des personnes qui sont effectivement très très douées, mais qui n'ont pas d'expérience d'acteur, de comédien. Oui, et alors on le voit notamment avec Farouk Saidi qui joue donc Alix dans le film et qui, on peut le dire là, de toute façon c'est public, c'est public. Ouais. Et Ouais. dans alors c'est la présélection faite par les directeurs de casting pour les Césars, C'est ça. pour le meilleur espoir masculin. Absolument. Ouais, alors on voit très bien aussi que en fait être acteur c'est pas uniquement un métier, une profession, c'est aussi délivrer à un moment donné, incarner un personnage, délivrer une performance Ouais. qui alors pour le coup en plus et je pense qu'on te l'a beaucoup dit, on lui a dit ou on va lui dire beaucoup, une performance qui est sidérante parce qu'à la fois très juste et en même temps qui va dans le sens de ce que tu disais de cette perte de contrôle où ça tient beaucoup à la manière aussi dont le cadre Bien n'arrive sûr. jamais à se détourner de ce visage, de ses yeux, avec encore une fois une simplicité en plus, il n'y a pas d'exubérance dans son jeu, etc. Pas du tout. C'est vécu. Ouais, Enfin, vécu avec même la dans distance dans juste. La pupille, parfois, ouais. juste ça, c'est assez impressionnant. Ouais. Je pense qu'il va beaucoup l'entendre, de toute façon, il va recevoir Ouais. beaucoup de compliments. Ouais. À Faut juste qu'il soit titre. solide, hein. Faut qu'il soit solide. Oui, oui. Parce que, ouais. Est-ce que par exemple le fait d'avoir expérimenté de tourner là-dessus peut donner des vocations d'acteur ou il y en a parce que pour le coup on retrouve notamment des comédiens, ou en tout cas des personnes, juste des personnes qu'on voyait dans Sac la Mort, notamment Oui. les deux comédiens principaux en fait, Oui, tout à fait. de Sac la Mort, Patrice et Charles-Henri, Ouais. qui dans Sac la Mort étaient ultra marquants. Enfin, c'est une vraie rencontre, même quand Ouais, on voit le ouais, film, on s'en ouais. souvient à vie, quoi. C'est une vraie expérience de les voir aussi interagir. Là, on les revoit tous les deux. Oui. Ça vient uniquement de toi ou même eux, en fait, étaient désireux une fois d'expérimenter Ah bah eux, il se passe pas une semaine sans qu'ils me disent alors quand est-ce que tu reviens tourner avec nous. Ouais. Ils adorent jouer et puis ils sont faits pour ça, donc voilà. Parce que même là, dans C'est- Maudit, cette séquence très particulière en plus dans le bar. Bon, ils sont géniaux, pour moi ils sont géniaux. Voilà. Par exemple, Patrice, ce qu'on s'est dit, c'est que il m'a dit dans Sac la Mort, je suis quelqu'un qui est quand même assez terrible. Je veux faire un personnage qui est tout le temps souriant. Je lui dis très bien. Donc ton personnage, il faut tout le temps que tu souris et que tu rigoles et que voilà. Je savais évidemment que quelque chose de l'ordre c'est un peu l'homme qui rit de Victor Hugo quand même. Hein. Il y a du drame derrière tout ça. Mais on l'a travaillé comme ça et il était hyper... il fait une prestation qui est très différente de la précédente, Ouais. mais il est à fond dedans et voilà. Et Charles-Henri, c'est pareil, voilà, bien sûr. Après, bon, on avait tellement peu de moyens que cette séquence fameuse là, on l'a tournée en une nuit. Ah ouais. Oui, c'est ahurissant. Ouais. Une Ah oui, nuit. parce qu'elle est assez longue en plus. Ouais, ouais, ouais. J'avais envie de parler de cette séquence avec toi parce que il y avait déjà un côté déjà très inquiet dans Sac la Mort même en fond et puis parfois une espèce de plus de tonalité que vraiment d'affirmation d'un genre, mais quelque chose de l'ordre de l'étrange en fait, alors, qui semblait de mémoire jamais versé complètement. Là pour le coup, est-ce que tu as déjà tourné des séquences qui sont aussi frontalement, même plastiquement, où tout à coup le montage il est un peu plus accidenté, Non. il y a une vraie tonalité étrange, presque lynchienne parfois quoi. Enfin, Oui, tout à fait. on ouais, bascule ça, en fait. Tout à fait. Ouais. Et c'est... En plus, alors, on va pas tout révéler aux gens non plus, mais la manière dont ça arrive, c'est assez surprenant, et ça prend au trip, quoi. Oui, c'est fait pour. Ouais. Ouais. Et Quand on pourra aussi parler de la musique, j'ai noté, de Nimco, c'est ça? Ouais. On pourra en parler aussi après. Cette séquence rouge, en fait, c'est le premier jour de tournage. On tourne de nuit, on commence à 6h le soir parce que la nuit tombe à ce moment-là. Le lieu que j'avais choisi, qui est une boutique que je connaissais très très bien et qui est un lieu d'une froideur terrible, d'ailleurs peint en bleu de Prusse, dans lequel, dans les boutiques, viennent aujourd'hui essentiellement des gens qui n'ont pas de travail, qui sont très tués par l'alcool et qui sont un peu zombies pour le coup. J'avais l'idée de cette ambiance, un petit peu, tu vois, qui était quand même un lieu qui ressemble à un enfer quand même. Hein. Je veux dire, l'enfer de l'alcool, l'enfer du malheur, bon. Et je voulais que ce soit encore plus l'enfer. Le cinéma, c'est quand même plus fort que la vie, donc bon, voilà, je voulais que ce soit plus fort, je voulais que ce soit tout rouge. Et il se trouve qu'en plus, en démarrant, il y a un des électros qui branche un projecteur Fresnel et puis qui commence à faire comme ça pour s'amuser et tout.
Le chef-op voit ça et lui dit « Attends, mais c'est trop génial. Maintenant, tous les plans, il y aura le fond rouge et puis il y aura ce projecteur qui est braqué et qui bouge sans cesse, qui va nous rendre complètement dingue. » Donc, on est parti là-dessus et je crois que ça a mis tout le monde dans l'état d'esprit de folie complète. Vous étiez imprégné par le lieu, quoi. Absolument. Et puis, on a fait, à chaque fois on tournait 20 minutes. Comme on a un numérique, il n'y a plus de contraintes, voilà. À chaque fois on tournait 20 minutes et on a tourné pratiquement la même scène pendant toute la nuit. Sous des axes différents et avec des états d'esprit qui étaient de plus en plus frénétiques. Et des gens qui arrivaient de l'extérieur, parce qu'il y a tous les gens, les clients de la boutique qui ne pouvaient plus boire, ils étaient là dehors et à un moment ils nous ont dit est-ce qu'on ne pourrait pas jouer dans le film? Donc je suis allé les chercher, j'aurais dit banco, allons-y, voilà, je vous explique. Et puis ils sont rentrés dans le film et puis il s'est passé tout ce qui s'est passé, quoi. Mais c'est une scène de frénésie et en la tournant et en la montant, j'ai eu le sentiment que là, je touchais au cœur de quelque chose que j'avais envie de raconter de cette manière-là depuis très très longtemps. Je ne m'étais jamais autorisé. Oui. Oui, parce que... Pour le Avant, coup, je pensais que j'étais quelqu'un de contemplatif. Ouais. Je pense que l'inquiétude est chez moi plus forte que le contemplatif. Je voulais un cinéma propre, bien pensé en amont, avec des cadres dont on peut dire qu'ils étaient parfaits. Et là, soudain, je suis devenu un cinéaste qui n'est plus un cinéaste du plan, mais je pense un cinéaste de la scène. Et que ce qui m'importe, c'est d'avoir la matière pour qu'au montage, la scène existe avec cette violence-là. Et ça, c'est vraiment aussi l'expérience de la vision des films pas La Nuit des Morts Vivants, mais spécialement, mais de Romero. Ouais. Romero, dans les années 70, il fait effectivement La Nuit des Morts Vivants, mais après, il fait ce film complètement dingue sur Dracula qui revient, qui s'appelle Martine, par exemple. C'est un film qui m'a profondément marqué par sa frénésie, la première scène dans le train où il tue cette femme et la façon dont c'est filmé et en même temps avec un amateurisme incroyable que je trouve absolument fascinant et qui fait voler en éclats toute cette poussière du cinéma français. Je me suis dit, moi je veux faire ça aussi, quoi, voilà. Bah oui, puis en plus c'est vraiment un film sans la paranoïa parce qu'on sait jamais s'il est vampire ou pas. Absolument. Ouais. Mais oui, bah, pour le coup, en plus, La Nuit des Morts Vivants a éclipsé une partie de la carrière de Romero. Ouais. Season of the Witch aussi est un super Génial. film sur J'adore. la paranoïa, l'ambiguïté. C'est ça, mais qui est beaucoup plus sobre. Hein. On est tout le temps sur une femme vrai, qui voudrait devenir une sorcière, qui n'y arrive jamais et qui est dans sa... Ce qui le rend presque encore plus inquiétant. Ah bah c'est plus inquiétant. D'ailleurs, ça s'immisce vraiment dans le quotidien. C'est un peu mon projet de tourner un film dans cet esprit-là, c'est-à-dire avec encore une plus grande simplicité, mais avec une inquiétude du même acabit. Ouais. Alors, est-ce que tu peux nous donner un peu les dates où on peut voir le film en salle? Alors, est-ce que tu as un calendrier vraiment défini? Est-ce que ça va encore bouger? Alors j'ai une grille. Qu'est-ce que tu sais pour l'instant de la diffusion? Alors ce que je sais, c'est que le film est à Paris pour au moins jusqu'à la mi-décembre. Okay. On est dans une salle qui s'appelle le Saint-André-des-Arts et on est à une même horaire tous les soirs à 20h. C'est génial, on reprend la façon dont les films sortaient à Paris dans les années 60-70. Une salle, un horaire, et tous les jours, au moins, c'est simple, le spectateur s'y retrouve. Bon, on est à Marseille, sur des dates un peu plus compliquées, que je n'ai pas absolument en tête. Il y a une prochaine projection le 26 et le 30, avec à chaque fois 2 séances jour. Ensuite, le film est à Lyon, mais je ne sais pas si ça continuera après les 2 projections qu'il va y avoir là. Il y a Charlieu, du coup. Alors, il y a Charlieu Alors, c'est le 13... si tu veux, je peux même regarder. Le 13, et c'est ça. Je crois que c'est lundi 13 décembre. Lundi 13, voilà. Il y a La Rochelle, je crois, la semaine qui vient. Il y a... Ah oui, Orléans, on est au Carme la semaine prochaine. Okay. Je vais même faire un débat là-bas, normalement. On va être aussi...
j'ai pas tout en tête, mais enfin, le meilleur truc, c'est que tout est sur Allociné quand même. Les dates, les horaires sont quand même mis là-dessus. Et puis, normalement, il y a une newsletter qui est envoyée à la majorité des gens. Donc, Ok. je ne sais pas, donnez-moi votre mail et puis on vous met dans la newsletter. Et puis il y a une page Facebook du film. Pour Ah le oui. coup, Alors, je maudit, mettrai- point, je le mettrai film, lien en voilà. Et description. là-dessus, il y a toutes les informations. Mm. Par exemple, il y a énormément de projections qui sont accompagnées de débats. Jeudi, par exemple, ce jeudi à Paris, il y a Swan Arlo qui a tourné un film à La Réunion, un court-métrage, dans le cadre des Talents Adami Cannes 2021. Et donc, il va montrer son film. Et il y a une de ses actrices qui est réunionnaise. Et on va montrer nos 2 films. Et ça va être un peu une soirée dédiée aux acteurs de La Réunion. Parce que quand même, il y a des pousses absolument géniales là-bas. Et on a envie de mettre ça en avant. Swan, c'est quelqu'un que j'ai rencontré à cette occasion-là. Puisqu'il avait vu Sac la mort. Il avait adoré Patrice. Et que Patrice joue dans son film. Ah, c'est chouette. Donc ça, c'est génial. Et du coup, on se fréquente et il va probablement jouer dans mon prochain film. Donc voilà, c'est une belle rencontre et du coup, on fait cette soirée. Samedi 27, alors là, c'est le top du top. Il y a Toby Nathan qui va venir. Toby Nathan, donc ethno-psychiatre. Il a totalement changé l'image de la psychiatrie. Il a fait comprendre qu'effectivement, oui, certes, Freud existe, mais dès qu'on quitte les frontières de l'Europe, on est dans un autre monde et qu'il faut travailler avec ça. Et c'est absolument génial parce qu'en fait, j'ai l'impression que sans avoir connu le travail de Toby Nathan très à l'avance, j'ai l'impression de rencontrer très clairement ce à quoi lui, il travaille aussi. Donc, il y a Emmanuelle Oniguian a fait 2 films où elle reconstitue des consultations de Toby Nathan. Ça s'appelle Le sexe des morts, l'histoire d'une famille réunionnaise qui est sous la dépendance d'un ancêtre qui revient et qui abuse sexuellement de la famille et qui a ses raisons de le faire d'ailleurs, il ne faut pas tout dire. Ces 2 films, mais absolument génialissimes. Et donc, il y aura donc Toby Nathan, Emmanuelle Oniguian. On va montrer ces films, on va montrer Maudit. Et ensuite, il y a une soirée. On va passer 4 heures ensemble. Et c'est absolument génial. Et ça, c'est parce que le SADA nous le permet, quoi. Voilà. Donc, et puis, il y aura même une séance le 11 décembre avec un groupe de musique de Maloya réunionnais. Donc, la salle va se transformer en salle de concert après le film. Et le 3 décembre, on montre... l'un à la suite de l'autre, Sac la mort, puis Maudit, et ensuite il y a un débat entre mon producteur, Farouk Saïdi qui sera là exceptionnellement puisqu'il vient pour les Césars, et moi-même, et donc on espère que beaucoup de monde viendra, voilà. Ah oui, puis il y a l'occasion de revoir Sac la mort Ouais. au cinéma, de voir les liens Le chemin. entre les deux, Ouais. comment on passe de Ouais. l'un à l'autre. Ouais. Formidable. C'est génial qu'il y ait autant de choses autour du film avec des. Oui, des oui, rencontres. c'est aussi parce qu'il y a un exploitant qui a compris tout l'intérêt qu'il peut avoir à faire des événements autour du film. Et pour nous, c'est un bonheur parce qu'on attendait que ça. Voilà, c'est génial. T'accompagnes pas le film à chaque fois, mais assez souvent. À Marseille, par exemple, tu y seras. Alors, à Marseille, on a convenu que je n'y allais pas dans ce premier temps d'exploitation, mais qu'il y en D'accord. aura un second au mois de janvier. Et là, il y aura une soirée spéciale dans laquelle je viendrai. Peut-être qu'on remontera aussi Sac la mort à Marseille. Ok. Donc, voilà. D'accord. Ouais. Non, mais là, il y a quand même une brochette d'exploitants avec qui on est parfaitement en phase. Et je pense que le film, dans sa durée, parce que je pense il va être exploité sur au moins 6 ou 7 mois, on va finir par tourner un peu partout. Mais pas du tout comme un film ordinaire qui est mis à l'affiche le mercredi, il a 5 séances jour, et puis au bout d'une semaine, si ça marche pas, on le met dans la plus petite salle, Oui. et puis on met que deux séances jour, voire une seule, et puis après, ciao, et on passe à la suite, quoi. C'est pas du tout le même genre de film qui se prête pas du tout au même type d'exploitation. Et toi, ça te plaît plutôt, ce fonctionnement-là, ou ça reste frustrant ou... De toute façon, comment dire, un réalisateur, c'est quelqu'un de complexe et très simple à la fois. Donc je suis très content de trouver une autre voie pour que le film sorte. En même temps, bien sûr, je suis assez bête et on rêve tous d'un film qui marcherait très bien et sur lequel tu n'as pas besoin de t'impliquer autant qu'on s'implique. Parce que d'abord, ça serait plus simple. Et puis, il y a une forme de reconnaissance dont on a envie. Et donc voilà. Donc je suis paradoxal, mais la nature humaine est paradoxale. Hein, voilà. Donc, On est pris un peu par le temps, mais juste peut-être un Ouais. dernier mot sur cette affiche
qui est quand même Ouais. magnifique, il faut le dire. Ouais. Comment t'en arrives à cette affiche Alors, d'abord- je sais pas si c'est toi qui l'ai faite, mais comment... Non. Je dis comment tu arrives, c'est comment... Alors, bon, Cette il y avait affiche. cette affiche de Sac-la-Mort qu'on avait tous adoré, que tout le monde a adoré. Et on s'est dit, dans un premier temps, il faut refaire la même chose. Mais pas avec le même graphisme, parce que c'est pas le même film, on n'est pas dans le même style, mais on voulait pas faire une photo. Et puis mon producteur, qui est plutôt celui qui s'était déjà occupé de l'affiche précédente, parce qu'en fait mon producteur, c'est mon producteur, mais c'est aussi mon, comment dirais-je, mon co-scénariste, mon script doctor, mon psychanalyste un peu. Collaborer sur bien des aspects. Voilà, et lui, il a aussi un parcours de réalisateur, il sait ce que c'est qu'être paumé parfois et très fort à d'autres, et il me comprend parfaitement, et donc on a une répartition du travail pour la sortie du film, puisqu'on est dans une structure qui est quand même ma structure de distribution finalement, Mhm. et eh ben, on travaille tous, on a des postes qui sont pas du tout comme c'est classiquement, et donc eh bien, soudain, il trouvait personne pour faire l'affiche. Et donc, l'autre camarade qui faisait la programmation lui dit, ben moi je connais Sébastien Marchal, c'est un gars génial, il montre une affiche qu'avait faite Sébastien à Cédric, Cédric dit, attends, ça vaut le coup, il le rencontre, Sébastien, il discute, Sébastien revient avec un truc, et en 2 minutes c'était plié, l'affiche était quasiment là, voilà. Non mais enfin, merci Emmanuel, de toute Ouais. façon, je vais mettre en lien de cette vidéo donc les liens qui permettent de voir Sac-la-Mort et Adieu à tout cela, qui sont Très bien. accessibles, qu'il faut défendre, sur des plateformes en plus qui font un super travail de programmation Ouais, autour absolument. du cinéma, pas que réunionnais d'ailleurs, Non, non, mais non. en grande partie. Et puis évidemment, j'invite tout le monde à aller voir le film dans les projections qui sont Bien possibles. sûr. Je mettrai le lien aussi de la page Facebook, ça permet de suivre la manière dont les films sont diffusés. Merci encore une fois d'avoir accepté l'invitation et longue vie à Une Maudit. dernière petite chose, Ouais. la première fois que je suis allé à La Réunion, j'ai entendu quelqu'un qui disait « dans tout pays étrange ». C'était du créole réunionnais. Je l'ai compris à ma façon. C'était pas du tout comme ça qu'il fallait le comprendre. Mais j'ai compris que, bien après, j'ai compris que ma vraie place à La Réunion, c'était celle-là. Et c'est cette place-là que je veux donner aux spectateurs français. Dans tout pays étrange. Voilà. Donc, c'est un peu curieux, étonnant. Ben voilà, c'est ça. Il faut y aller. Merci, à bientôt. Ouais.